Accès et autonomisation des personnes de toute capacité. C'est sous ce thème que l'humanité célèbre la Journée internationale des personnes vivant avec handicap. On a constaté que les 1 milliard de personnes vivant avec handicap dans le monde font face à de nombreux obstacles à l'inclusion sur de nombreux aspects clés de la société. Dans ce journal, vous suivrez le portrait d'une couturière. Flavien Moussoni, secrétaire exécutif national de la CENI, ne l'est plus. Son poste ainsi que celui laissé par l'actuel président de la centrale électorale, secrétaire exécutif national adjoint, sont désormais vacants. La commission électorale nationale indépendante lance ainsi un appel à candidature. Gardez votre mal en patience. Saïd Djinit, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, n'est pas encore nommé facilitateur du dialogue politique en RDC. Il est envoyé par Ban Ki-moon pour discuter des contours du dialogue avec toutes les parties prenantes avant la désignation du médiateur. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies est à Kinshasa depuis hier. Saïd Djinit est dans la capitale congolaise pour s'entretenir avec le gouvernement et les autres parties prenantes afin de discuter des contours du dialogue. C'est à l'issue de l'entretien qu'il aura avec toutes les parties prenantes au dialogue que Ban Ki-moon pourra nommer un facilitateur pour ce forum. Saïd Djinit à Kinshasa à un moment où la voie vers le dialogue se trouve totalement bloquée. Sa présence est justifiée. C'est là un communiqué daté de mercredi signé par le patron de la MONUSCO. Le secrétaire général des Nations Unies a chargé Saïd Djinit d'une mission des bons offices auprès des autorités congolaises ainsi que toutes les parties prenantes au dialogue national. L'envoyé spécial de Ban Ki-moon dans les Grands Lacs a rencontré mercredi le chef de l'État Joseph Kabila. Il aura également les entretiens avec les autres parties prenantes à ce forum. À savoir que sa désignation comme facilitateur du dialogue par Ban Ki-moon interviendrait à l'issue de sa visite à Kinshasa. Le tout n'est pas encore joué. Encore 2 postes vacants à la Commission électorale nationale indépendante. Il s'agit du secrétaire exécutif national et du secrétariat exécutif national adjoint. La centrale électorale vient de lancer un appel à candidature pour combler les vides. C'est ce qu'a indiqué le rapporteur adjoint de la CENI au cours d'un point de presse. Sur ces images, Flavien Moussoni, le désormais ancien secrétaire exécutif national de la CENI, faisant la remise-reprise avec l'entrant Rosa Malonda et son adjoint Ara Kalendi, tous intérimaires. Une décision prise par le bureau de la centrale électorale pour combler le vide laissé par Flavien Moussoni et l'actuel président de la CENI, ancien secrétaire exécutif national adjoint, avant leur remplacement définitif. La commission électorale nationale indépendante porte à la connaissance de l'opinion publique qu'elle vient de lancer ces jours 2 appels à candidature pour pourvoir au poste de secrétaire exécutif national SEN et de secrétaire exécutif national adjoint Sénat, conformément à l'article 39 de la loi organique numéro 13/012 du 19 avril 2013, modifiant et complétant la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Une commission ad hoc a été ainsi créée pour la réception, le traitement et le suivi des dossiers des candidatures pour ces postes vacants. Cette commission, qui sera dirigée par Norbert Bassengezi, aura 30 jours avant de faire son rapport au bureau de la Commission électorale nationale indépendante. L'actualité reste dominée par la convocation imminente du dialogue politique. La dernière position de l'UDPS est diversement commentée lors de son point de presse. Hier, le porte-parole du gouvernement note de signaux contradictoires du parti d'Étienne Tshisekedi. Lambert Mende a par la même occasion passé en revue d'autres questions brûlantes de l'actualité. Christian Elongo. Le chef de l'État a annoncé la tenue prochaine du dialogue national. Du coup, la classe politique réagit. L'opposition, majorité, société civile, les uns se préparent déjà pour cette rencontre. Les autres sont clairs, ils ne seront pas partie prenante. Et ce mercredi, le porte-parole du gouvernement congolais a réagi face à cette multitude de réactions. Contrairement à l'image alarmiste que quelques-uns s'amusent à répandre dans les médias, comme pour terroriser les Congolais, la République démocratique du Congo n'est pas en crise. C'est la première chose qu'il faut dire. Le pays est gouverné.
le pays est tenu. Il est gouverné avec bien sûr des défis sécuritaires, des défis d'ordre public, qui ne sont pas différents de ceux auxquels font face d'autres États de par le monde. L'UDPS ne sera pas partie prenante au dialogue national. C'est la dernière réaction à chaud. Lambert Mende est clair, les chefs de l'État a la latitude de convoquer de telles assises. Joseph Kabila Kabange, c'est lui et lui seul qui, conformément aux prérogatives que lui confère la Constitution de ce pays, est habilité à prendre des initiatives visant à assurer le fonctionnement harmonieux des institutions au mieux des intérêts nationaux. C'est dans ce contexte qu'il faut inscrire la convocation d'un dialogue politique destiné précisément à préparer le passage harmonieux à la 3e mandature présidentielle d'après Sun City. Autre réaction du ministre Mende Oumalanga au dernier message de la Conférence épiscopale nationale du Congo sur le respect de la Constitution. Un message contradictoire selon les porte-paroles du gouvernement. Il est permis à tout citoyen de ce pays de poser la question de la conformité à la Constitution ou à la loi d'une initiative prise par l'exécutif. Mais décréter de manière aussi péremptoire le caractère non conforme au texte d'une mesure du gouvernement, comme l'ont fait les signataires de la déclaration de la CENCO, c'est ignorer qu'en droit congolais, seule la Cour constitutionnelle est habilitée à déclarer une action conforme ou non conforme à la Constitution. Agir autrement, comme ils l'ont fait, c'est vouloir plonger notre pays dans l'arbitraire et dans l'anarchie. Pour finir, le ministre de la Communication et des Médias a fustigé les comportements de certains systèmes des Nations Unies qui favorisent l'expertise de la main-d'œuvre internationale en matière de ressources humaines. Dans le Nord Kivu, 11 organisations de la société civile, tous membres de la coalition des organisations de la société civile anti-esclavage, plaident pour le travail en synergie avec les autorités provinciales. Objectif, mettre fin à toute forme d'esclavage moderne en province. Nous sommes en train de mener des recherches sur l'état de l'esclavage au Nord Kivu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'au moins il y a des gens qui, depuis un certain temps, sont impliqués dans la lutte contre l'esclavage moderne. La bonne nouvelle, c'est également qu'il existe des textes légaux en République démocratique du Congo qui proscrivent cet esclavage. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que notre recherche, malheureusement, a démontré qu'il existe encore vraiment beaucoup de cas d'esclavage qui se manifestent sous plusieurs formes. Donc dans la recherche, nous avons constaté les cas de mariage forcé, nous avons constaté des cas de servitude pour dette, nous avons constaté des mariages d'esclavage sexuel, des cas de pire forme de travail des enfants. Et nous avons également constaté des cas de kidnapping qui conduisent le plus souvent à l'esclavage. Parce que le kidnappé, il est à la merci de son bourreau, il ne peut pas partir, il peut être soumis au travail, à la torture. Et le plus souvent, pour sa libération, on exige des rançons. En fait, c'est la très mauvaise nouvelle. Et malheureusement, nous sommes butés à beaucoup de défis par rapport à la grandeur de la province. Et donc, le travail est encore grand. Et nous en appelons à toute la communauté de travailler ensemble, vous de la presse, les autorités publiques, et nous les organisations de la société civile, les secteurs privés, pour que nous puissions vraiment attaquer l'esclavage de façon holistique afin que nous puissions espérer que demain ou après-demain, nous pourrons de manière très significative réduire et pourquoi pas mettre fin à l'esclavage moderne dans la province du Nord Kivu.
Restons au Nord Kivu pour dire qu'un sujet malawite a été tué par des présumés ADF Nalu. Son corps a été rapatrié mercredi au Malawi où des hommages lui ont été rendus à la base de la MONUSCO à Beni hier par plusieurs autorités politico-militaires. Le ministre d'État en charge de la décentralisation, Salomon Banamouéré, a salué la bravoure des éléments de la MONUSCO. À cette occasion, le chef de bureau MONUSCO Beni Lubero a demandé aux forces armées de la République démocratique du Congo de mener conjointement les opérations avec les forces onisiennes pour bouter hors d'état de nuire les combattants ADF. Les FARDC et la MONUSCO ont la capacité de mettre fin à ces atrocités. Messieurs les ministres, grâce à vous, nous pensons que notre message va arriver à tous les gouvernants, qu'ils fassent tout pour donner une solution concrète à ces problèmes. Par ailleurs, Salomon Banamouré, ministre d'État en charge de la décentralisation et affaires coutumières, estime que les relations entre la MONUSCO et les FARDC sont au bon fixe. En ce qui concerne les forces armées congolaises, la collaboration est toujours permanente. Chaque sang versé sur ce territoire, et surtout quand cela vient d'un élément militaire étranger, cela constitue une semence de paix, mais également pour l'engagement de mon pays de participer aux forces des Nations Unies. De son côté, le général Jean Bayot, commandant de force adjoint de la MONUSCO, note que les forces de la MONUSCO ne jurent que par l'éradication totale des forces négatives. Permettez-moi aussi de présenter à notre tour nos condoléances pour les victimes civiles, pour les victimes des FARDC qui sont morts dimanche dernier, 29 novembre, à Eringeti, d'une action sauvage de terroristes, de gens inhumains qui ont tué à nouveau des enfants, mais qui nous motivent malgré tout à les combattre jusqu'au bout. Pendant que les cœurs des Dessons étaient embarqués dans l'avion en destination de Malawi, ses compagnons d'armes ne cessaient de scanter leur devise. La brigade malawite ne dévalera jamais la famille des Nations Unies, nos frères et sœurs de la République démocratique du Congo et d'autres pays pour le maintien de la paix. Erika Smouissi, Beni, Biwan. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté a réaffirmé son attachement à son parti en renouvelant sa carte de membre. Maker Mwangou a profité de l'occasion pour glisser un mot par rapport à son secteur d'activité. Remplissage des formulaires, enregistrement et capture, des opérations simultanées qui permettent ainsi au ministre de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté d'obtenir sa carte de membre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Maker Mwangou Fouamba confirme ici son appartenance à sa famille politique. C'est celle de renouveler ma carte en tant que membre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, que nous avons créé il y a longtemps sur l'initiative du président de la République, Joseph Kabila. Une descente au siège du parti qui s'inscrit également dans le cadre du compte rendu au secrétaire général Henri Movasakani, des actions initiées notamment sous son impulsion pour l'homologation des diplômes d'État des élèves congolais en Belgique. C'est une démarche que nous avons réalisée avec lui pendant qu'il était ambassadeur. Je venais lui dire que finalement le gouvernement belge a accepté, a reconnu nos diplômes. Mais au-delà de cette reconnaissance, ce que nous voulions beaucoup plus dire avec lui, c'est que c'est le fruit d'un travail qui a commencé depuis longtemps, sous le leadership du président de la République qui a donné des résultats. Il ne suffit pas, c'est pas que il faut pas seulement qu'on mette l'accent sur l'acceptation, l'équivalence de ces diplômes par le Royaume de Belgique, mais c'est le travail de fond qui a été fourni par le gouvernement congolais. Longtemps victimes de discrimination, les jeunes Congolais désireux de poursuivre leurs études supérieures à l'ancienne métropole du Congo belge pourront désormais le faire en toute quiétude. Nous vous le disons, titre, Journée internationale des personnes vivant avec handicap. C'est ce jeudi 3 décembre. Cette année, l'accent est mis sur l'autonomisation. En favorisant l'autonomisation, de réelles opportunités pour les personnes sont créées. Cela améliore leurs propres capacités et les soutient dans l'établissement de leurs propres priorités. L'autonomisation consiste à investir dans les personnes, dans les emplois, la santé, l'alimentation, l'éducation et la protection sociale. Suivez ici le portrait d'une couturière vivant avec handicap.
Je m'appelle Roselyne Kifumbi, Marie-Rose pour les intimes. On m'appelle Mi-Rose par moi aussi. Elle m'a raconté qu'elle avait fait des études techniques dans une école spécialisée à Kikwit. Et ça m'a beaucoup interpellée. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas lui donner une chance? L'adaptation n'était pas facile. J'ai fini par m'adapter en fin de compte avec mon entourage. Quand j'avais du mal à comprendre, j'allais demander des explications aux autres, auprès du chef par exemple, auprès de la responsable d'ici, et j'ai fini par tout comprendre. C'est comme ça que je travaille avec les autres sans problème. Maintenant, ça va. Nous communiquons par des signes. Si on ne se comprend pas, on peut écrire et chacune peut bien déchiffrer. Si, ça va beaucoup mieux. C'est quelqu'un qui n'est pas complexé du tout, parce que certaines personnes qui vivraient dans son état peuvent faire montre d'un certain complexe et dire qu'elles sont inférieures par rapport aux autres, qu'elles se sentent retranchées et qu'elles ne s'assument pas. Qu'elle a su s'adapter à notre méthode de travail. J'ai eu à m'adapter par rapport au langage de sourds, donc je lui transmets les jargons techniques dans les langages des sourds-muets. Elle était difficile à comprendre au tout début. Elle et moi, les violons ne s'accordaient pas. Mais depuis un temps, ça va. Ça s'est beaucoup amélioré. C'est bon. La surdité n'avait rien à voir avec le fait qu'on était doué d'un talent, du fait qu'on peut être une couturière et qu'on peut bien faire son travail. Je me suis dit pourquoi ne pas lui accorder cette chance, et depuis elle travaille avec nous. C'est une couturière à part entière, dotée de talent et peut-être douée que certaines personnes qui diraient ne pas vivre avec cet handicap. Dossier signé Julie Sefou. La problématique de l'énergie électrique en Afrique subsaharienne demeure d'actualité. La population de la région ne bénéficie que de 31%, et dire que la RDC, dite paradis des énergies renouvelables, ne dessert que 9 à 12% sa population. Une situation alarmante, pourtant ignorée de la base, le cas de l'énergie solaire. Constat de Bibi Chungoa. En dépit de ses atouts en termes des énergies renouvelables, les taux de desserte en électricité en RDC restent inférieurs à ceux de la moyenne africaine, située à 31%. Au regard de son potentiel hydroélectrique estimé à 100 000 MW, seulement 9 à 12% de la population est desservie. Un contraste est vécu au détriment des autres opportunités des énergies propres telles que le solaire. Une énergie verte, aussi utilisée et connue par la population, bien qu'à faible pourcentage. J'utilise ces panneaux le soir. Cette énergie-là qui a fait mon panneau ait la possibilité de donner de l'électricité le soir, ça se m'appelle l'énergie solaire. Chez nous, ici en RDC, il fait vraiment chaud et l'énergie solaire dépend du soleil. Alors, utiliser ces genres d'énergie, ça nous permet au moins de réduire un peu nos dépenses. Ici chez nous, on utilise par exemple le barrage pour avoir de l'électricité. On a plein de panneaux solaires. Bon, partout ailleurs, c'est ça ce qu'on utilise presque pour l'énergie. Pour acheter par exemple un panneau solaire, ça nous coûte énormément cher. Il fallait que ça soit à la portée de tout le monde peut s'en approprier. Les énergies renouvelables, une véritable contribution dans l'atténuation des gaz à effet de serre, capable de contraindre la pression anthropique exercée sur la couverture forestière congolaise. Nous sommes dans un pays qui se trouve dans une zone d'ensoleillement très avancée et très propice pour le développement de cette source d'énergie. Tout simplement parce qu'il y a une forte capacité d'ensoleillement qui peut être emmagasinée
à partir notamment des centrales photovoltaïques. Lorsque nous aurons développé ces sources d'énergie, surtout dans les milieux qui sont reculés, nous allons résoudre ces problèmes de l'électricité qui se posent déjà. Et la position géographique du pays nous donne encore plus de possibilités. Cependant, cette source d'énergie ne bénéficie pas encore d'une politique de planification budgétisée à même d'offrir plus de dessertes en électricité. Il n'y a pas une politique énergétique centrée sur la planification et la budgétisation. Et l'effort du pays est concentré plus sur l'hydroélectricité qui coûte énormément cher, alors que nous pouvons agir aussi sur les moyens budgétaires qui nous est favorables pour essayer de mettre en place des centrales photovoltaïques, pour mettre en place une planification communautaire au niveau de l'électricité, permettre à ce qu'il y ait des centrales au niveau des collectivités, au niveau des communes, surtout dans les zones qui sont les plus reculées. Le développement des énergies propres, une stabilité pour les couverts forestières. Un déficit durable et chronique qui pourra sans doute trouver la réponse grâce au projet INGA 3 Basse Chute. Le projet est à même de mettre fin à la pauvreté et à promouvoir la prospérité sur le continent. Et pour la société civile qui suit de près l'évolution de différentes étapes, il est temps de briser le silence et chercher des réponses aux questions qui créent la confusion quant aux institutions chargées de la mise en œuvre de ce projet INGA. Maître Eric Kassongo, acteur de la société civile. S'agissant des étapes suivantes du projet, la société civile, brisant la glace du silence, s'interroge sur les conditions et la période de réalisation des études complémentaires précédemment annoncées, lesquelles devaient précéder la soumission des propositions des développeurs présélectionnés, notamment les études environnementales prévues et nécessaires à l'aboutissement de ce projet. La société civile demande à être éclairée sur les conditions de recrutement des différents panels d'experts. La société civile déplore sa mise à l'écart lors de l'examen du contenu et des commentaires du document d'appel d'offres relatif au projet INGA soumis aux développeurs de projets qui ont été présélectionnés. La société civile exhorte les animateurs des institutions chargées de la mise en œuvre de ces projets à développer davantage un esprit de transparence quant aux étapes en cours et suivantes du projet et aux conditions de leur mise en œuvre pour lui permettre de suivre et de formuler ses recommandations et observations à temps. La société civile s'interroge sur sa non-implication effective dans différents groupes thématiques institués dans le cadre de la mise en œuvre du traité INGA pour la vente et le transport de l'énergie électrique vers la République sud-africaine et aussi dans le cadre des négociations avec les chambres des mines. Autre chose à présent, la Direction générale des douanes et accises et la police nationale congolaise viennent de signer un partenariat afin de doter les brigades de la DGDA des différentes armes qui devront leur permettre de lutter contre la fraude dans les frontières. Vers une formation paramilitaire des agents de la DGDA, fruit du partenariat entre la police nationale congolaise et la Direction générale des douanes et accises. Une formation qui permettra aux brigadiers de la DGDA d'exercer pleinement leurs droits au port d'armes afin de lutter contre la fraude dans les frontières. Cet arrêté dispose, entre autres, que les armes acquises par la douane ne peuvent être remises pour les besoins de service aux agents des douanes autorisés ayant suivi une formation paramilitaire ou aptes de les manipuler sans un risque pour eux-mêmes, leurs collègues, l'environnement professionnel et les tiers. Pour sa part, le numéro 1 de la police nationale congolaise promet d'assurer cette formation dans le strict respect du partenariat. La police nationale congolaise s'engage donc en toute responsabilité à assurer la formation paramilitaire des agents de la douane, d'assurer cette synergie d'échange d'informations ainsi que la transmission
à la Direction générale des douanes et assises pour toute série de formations. Les deux parties ont émis le vœu de voir ce protocole de collaboration être mis en œuvre rapidement pour non seulement lutter efficacement contre la fraude et la contrebande, mais aussi pour mobiliser des recettes de douane et accises dont le pays a besoin pour son développement. Une nouvelle agence de Procrédit Banque Congo, membre d'Equity Holding Group, trône désormais sur le boulevard du 30 juin. Procrédit Banque Congo dédie ce joyau aux grandes, petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux missions diplomatiques installées en RDC. En culture, c'est parti pour la promotion des droits d'auteur et droits voisins. Un atelier a ouvert à l'occasion ses portes à Kinshasa. Les initiateurs tiennent à donner des rudiments nécessaires aux artistes pour mieux défendre leurs droits. Geste simple mais très significatif pour les artistes congolais d'ici et d'ailleurs. La signature du protocole de partenariat entre ONAFRICA et le Fonds d'assistance sociale des artistes et écrivains congolais, c'est la conjugaison d'efforts entre les deux structures dans la collecte de fonds, dons et gestes de bienfaisance à l'égard des amateurs et professionnels de la culture congolaise. Un engagement pour propulser et motiver les créations artistiques auprès des fans et amoureux du génie créateur congolais pour les aider à faire face aux contraintes financières. Nous avons entendu nos artistes crier tout le temps. Il y a eu des SOS que nous avons eu à s'ouvrir par-ci par-là. Nous avons eu à perdre autant d'artistes aussi, auxquels ils représentent une richesse pour l'Afrique, mais à travers leurs œuvres, les artistes ne se retrouvent pas. Et c'est à ce moment-là qu'on a été motivés de faire cette œuvre. L'œuvre est là pour eux, nous avons pensé à eux. Tout ce qu'on leur demande de nous faire confiance, à travers leurs œuvres, en collaboration avec eux, l'œuvre va continuer à exister. Une démarche fort appréciée par les bénéficiaires. Pour ces derniers, une œuvre de charité appelle une autre. Ils invitent d'autres partenaires à adopter l'initiative et à encourager ONAFRICA dans son élan afin de rehausser davantage le niveau de l'étendard national. Il suffit tout simplement que les dignes fils de ce pays puissent mettre la main dans la pâte pour promouvoir les artistes, promouvoir les œuvres artistiques et le Congo redeviendra ce grand pays artistique et culturel au centre de l'Afrique. Et comme ils ont donné le temps, pourquoi pas lancer un appel à d'autres compatriotes qui nous apprécient, qui admirent notre culture de loin, de pouvoir emboîter le pas. ONAFRICA offre ainsi un cadre idéal à toute personne animée d'esprit de charité à contribuer financièrement à la promotion et la prise en charge du patrimoine culturel congolais en vue de permettre aux artistes de jouir de leurs œuvres d'esprit pour soutenir financièrement le travail de ces derniers. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur B1 Télévision.